Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Cette rencontre s'inscrit dans la programmation du Festival de la librairie qui se déroulera essentiellement le samedi 6 septembre. Alors vous êtes dessinateur, peintre et vidéaste, vous êtes diplômé de l'École supérieure Étienne à Paris et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs aussi à Paris. Vous réalisez à l'âge de 19 ans votre première bande dessinée avec votre frère Julien, Métropolitane, aux éditions d'Argo. Vous êtes aussi auteur et co-auteur de plus d'une dizaine de courts-métrages et de clips, et de plus de 20 livres, dont 15 bandes dessinées ou romans graphiques. Vous aimez varier les outils graphiques et adapter la technique aux besoins de vos récits, et ainsi être à la recherche de la meilleure expression de vos émotions. Laurent Bonneau, bonjour. Bonjour. Alors, vos dernières bandes dessinées, Le bruit de l'eau, aux éditions Futurapolis, paru en 2024, nommé pour le Fauve Éco-Raja au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2025, et Nouvelles graphiques d'Afrique aux éditions des Ronds dans l'eau. C'est une réédition, cette fois-ci augmentée. Je crois que la première parution, c'était 2015. C'est ça, 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, un petit retour en Afrique, témoigne de l'importance que vous accordez à vouloir varier les outils graphiques et adapter la technique au récit et au sensible. Alors, dans l'introduction de votre album Déambulation, paru aux éditions des Ronds dans l'eau, vous évoquez l'intimité de cet ouvrage, tel un carnet de voyage à travers votre vie. Le regard d'un homme, d'un père, d'un fils, celui d'un mari, d'un ami, d'un frère. Et à l'ouverture de Déambulation se fait avec un loup, un animal sauvage face à un monde rural. Vous y dessinez à la suite un village inerte, presque sans vie. Qu'est-ce que représente pour vous ce face-à-face entre une nature pleine de vie, de couleurs, et une trace figée de l'homme, tel un passé pas encore oublié? Le début, là, c'est une partie super sauvage. J'essaie de le faire à peu près correctement, avec le loup à fond, là. Et derrière, juste après, par exemple, les planches assez inertes, même avec un portrait, ça fait... Ce livre, en fait, c'est particulier, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. En règle générale, ce que je fais avec cette maison d'édition qui s'appelle Des Ronds dans l'eau, c'est les ouvrages qui naissent d'une nécessité, on va dire, d'un besoin. Et j'avais envie de faire un recueil qui soit cohérent avec des dessins, des peintures, des gravures, des choses que j'ai pas l'habitude de partager avec le public et qui pour moi sont tout aussi importantes, voire même la jeunesse de mon travail visible en bande dessinée. Et donc c'était un travail presque d'assemblage de dessins fait sur plusieurs années, des carnets, enfin là j'en ai un, mais des carnets de croquis. De mémoire, j'en ai 67, je crois, chez moi, ou peut-être 68 maintenant. Et c'est presque ce qui avance avec ma vie, tel un journal, avec les expérimentations graphiques. Et c'est quasiment toujours du dessin d'après nature, enfin d'ailleurs exclusivement, je pense, du dessin d'observation. Et donc là, dans ce qu'on vient de voir à l'instant, ce qui était au début, c'est un mélange de plusieurs choses fait dans différents contextes et à différentes périodes, qu'après j'ai assemblé pour créer une espèce de narration, ou du moins une espèce de logique. Donc là, effectivement, on commence par la forêt, par quelque chose de sauvage, du village, plein de couleurs. Voilà. Et puis après, on va aller dans un monde rural. Puis voilà, il y a des espèces de parties qui sont pas claires, mais qui dans ma tête me permettaient de créer un cheminement dans la maquette du livre. Mais là, dans ce qu'on vient de voir, donc il y a des dessins qui sont faits lors d'une résidence dans les Corbières, ville sec des Corbières exactement, et qui était avec le parc naturel régional de l'Arne-Narbonnaise. Et donc voilà les dessins qu'on vient de voir là, par exemple de villages qui pourraient être, comme vous disiez à l'instant, sans vie. C'est en même temps des dessins de traces presque de ce qu'on construit dans ce paysage. Et j'avais fait un livre comme ça qui s'appelle Narbonne, parce que j'ai vécu à Narbonne pendant pas mal d'années, et qui était né aussi d'une envie de dresser un portrait de la ville, mais de manière non... pas comme une carte postale, quoi, pas pour enjoliver, qui était non touristique, entre guillemets. Donc c'était de dresser un portrait en m'instaurant des contraintes, parce que j'aime bien avoir des contraintes. Je pense que toute création, pas forcément le dessin, nécessite, je pense, des contraintes qu'on se donne ou pas, qui viennent parfois de l'extérieur. Et donc pour le livre sur Narbonne, je m'étais instauré un format, un type de papier, un type d'outil,
une durée de réalisation. Donc c'était 2 heures par dessin, fait avec tel stylo à encre de Chine, sur tel format, et un point de vue en hauteur. Donc soit depuis un balcon, une terrasse, une fenêtre, donc toute la ville était vue en hauteur. Et donc si je parle de ça, c'est une parenthèse, c'est parce que les dessins qu'on vient de voir sont un peu dans la continuité de ce procédé-là. C'était à ce moment-là que je réalisais ça, donc je m'étais dit, tiens, si je continuais ce procédé, de me poser pendant 2 heures dans une des rues du village. Du coup, pendant 2 heures, on ne voit plus les humains, parce que je ne dessine pas ça. Là. Je dessine ce qui reste, quoi, les vestiges presque, les restes d'architecture ou de. Mais ce vis-à-vis, il est assez étonnant dans l'enchaînement entre une dynamique sauvage, un graphisme et un trait de crayon qui est très vivant, et d'un autre côté très, très figé, très inerte. Et lorsque vous dessinez, qu'est-ce qui motive votre envie de sortir le crayon ? C'est pas évident parce que je pense que ça dépend. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que c'est mon langage premier. C'est comme ça, je pense. Petit, on se construit tous comme on peut, quoi. Et tout le monde dessine. Enfin, tout enfant dessine. C'est juste qu'après, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a l'envie de dessiner, le plaisir. Est-ce qu'on y arrive ou pas ? Est-ce que l'éducation autour, à travers les parents ou l'école, encourage ? Voilà, il y a plein de choses extérieures. Moi, disons que j'ai pas arrêté. En fait, voilà. C'est juste que j'ai dessiné comme tout enfant. Après, je me suis aperçu que j'y arrivais. Enfin, j'arrivais à m'exprimer ou en tout cas à retranscrire quelque chose comme je le souhaitais. Et même si je viens pas du tout d'une famille qui vient de la culture ou autre, ou même qui a un passif ou un bagage culturel, et ils ont fait preuve, mes parents, de beaucoup d'ouverture d'esprit, justement en me laissant aller dans une branche qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Et du coup, en me laissant la possibilité de creuser à travers des écoles d'art. Mais vous dites, vous travaillez tout le temps avec un carnet, donc j'imagine que ça signifie que vous pouvez vous poser tout d'un coup et avoir envie de dessiner quelque chose. C'est quoi cette impulsion qui donne envie de sortir le crayon ? Alors la vie évolue, disons qu'avec les 2 enfants en bas âge, maintenant j'ai moins cette possibilité de me poser. Donc c'est des croquis rapides, ou alors j'ai beaucoup de portraits de mes enfants qui dorment, en fait, c'est quand ils dorment souvent. Parce que quand ils ne dorment pas, c'est compliqué de saisir le mouvement et de ne pas être... Bon, après, voilà, c'est encore une fois, c'est une contrainte. Disons que depuis qu'ils sont à l'école, par exemple, ça m'a obligé à aller dans un dessin plus rapide presque, d'être plus efficace, de ne pas revenir dessus, d'être dans une autre contrainte de création. Mais l'envie, pour répondre à la question, l'envie, en fait, elle est intuitive, quoi. Elle est, je sais pas. Enfin, si, je pourrais dire après, avec du recul, qu'à chaque fois, je dessine à un endroit où j'ai envie d'être, quoi. C'est plus l'envie d'être dans un lieu. Je crois que le dessin toujours est lié à un lieu pour moi, ou à une personne quand il s'agit d'un portrait, bien sûr. Vous dites de votre travail qu'il est un cheminement issu de l'observation et d'attention. C'est quoi le temps long, même pour un croquis ou pour un dessin, qui permet de le construire ? Il y a tout le temps, en fait. Après, c'est sûr que le temps du dessin est très différent du temps de la photo. Enfin, je fais le parallèle parce que ma compagne est photographe, elle est venue ici il n'y a pas longtemps, et du coup, comme on a pu faire 2 résidences ensemble, on sait, voilà, qu'en étant dans un même lieu ou en photographiant ou en dessinant les mêmes personnes, on ne va pas être dans le même temps de création. Mais un dessin, ça peut aller, je sais pas, de 5 minutes à 2 heures, comme je vous disais tout à l'heure, en me posant à un endroit pendant 2 heures. Et donc la technique, forcément, ne sera pas la même. Donc l'envie derrière de vouloir représenter les détails ou pas ne sera pas la même non plus. Donc c'est une question, je pense, d'adaptation aussi à ce que je veux faire passer, ou à ce qu'il m'est possible de faire. Et dans le cas d'une envie sur un moment donné, mais il n'y a pas forcément le temps, il y a le croquis, et puis après ça vous permet de revenir sur le dessin avec... Non, ça je reviens jamais. D'accord. Non. Même en changeant de technique ou en accompagnant, non, c'est vraiment figer l'instant. Ouais. Avec ce qui peut m'arriver, par exemple, là, dans ce carnet. Alors normalement les carnets sont linéaires, hein, mais bon, celui-ci il est particulier parce que je n'aimais pas trop le papier. Du coup, lui, je l'ai mené un peu en parallèle des autres. Donc c'est pour ça qu'il s'étale sur 3 ans. Mais normalement, ça a duré 1 an, on va dire, un carnet, quoi. Et donc c'est beaucoup de dessins. Enfin, vous pouvez. Ouais. Non, mais c'est pour tourner les pages au bon endroit. Ah d'accord. C'est gentil. Merci. Non, mais ça doit. Donc c'est beaucoup de dessins, souvent intimes, quoi. C'est un peu comme un journal issu de ce que je vois, avec des portraits. Moi, j'ai oublié le début de la question. C'était le temps de travail, le passage du croquis. Ou pas, voilà. Sur un dessin. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que même si je ne reviens pas sur le dessin, ce qui peut m'arriver après, par exemple, un truc très bête, mais c'est que quand mes enfants font de la peinture,
j'ai toujours eu ce truc depuis enfant de ne pas vouloir gaspiller. Et du coup, il y a toujours un reste de peinture quelque part. Et du coup, je vais le mettre sur mon carnet quelque part. Donc, soit ça va faire le tour du dessin, soit ça va être un fond. Voilà, ça, par exemple, typiquement, c'est la peinture de mes enfants que j'ai mis en fond. Et après, arrivé dans le train, j'ai fait le croquis par-dessus, ce qui me permettait d'avoir un fond coloré. En fait, voilà, des fois, c'est aussi bête que ça, c'est de ne pas gaspiller l'outil. Mais normalement, non, je reviens jamais dessus parce que je ne sais pas trop mon truc, quoi. Ça, c'était le lac du Salagou que j'ai fait ce matin, justement, vu depuis au-dessus d'Octon. Et ça, c'est mon fils qui dormait dans la voiture tout à l'heure. Alors, pour continuer sur déambulation, alors un petit peu plus loin de ce vis-à-vis entre nature et temps figé du rural, il y a une double page qui m'a assez marqué, qui est celle-ci, où on voit une femme presque effacée, incluse dans le décor, face à un homme qui, lui, ressort du décor complètement. Il s'impose presque, même lorsqu'il est absorbé par sa lecture. Au-delà du simple portrait, transparaît dans votre dessin ce que représente pour vous, peut-être, le personnage dessiné. Jusqu'où avez-vous conscience d'exprimer vos sentiments dans la réalisation du dessin ? Je vous laisse réfléchir quelques instants. C'est vachement intéressant, parce qu'en fait, tout ça ne m'appartient pas, quoi. Moi, je fais mon dessin et après, des fois, il ressort d'autres choses. Enfin, comme n'importe qui. Enfin, je parle de moi parce que je suis invité. Mais je pense que dès qu'on crée quelque chose, même une chanson ou n'importe quoi, ça nous dépasse. Et après, chacun va se l'approprier selon son parcours, selon sa sensibilité du moment. Donc, en fait, D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'ai fait les portraits de ces personnes-là, notamment cette dame, Christine, elle, après, elle y décelait autre chose. Comme si j'avais vu en elle quelque chose... comme si le dessin permettait de transmettre quelque chose. Enfin, ça me dépasse, moi aussi. Hein. Je ne saurais pas mettre des mots. C'était intéressant sur ce vis-à-vis. Enfin, je trouvais qu'il y avait c'est intéressant, une approche. C'est des lectures... Mais c'était aussi pour faire ressortir ce que vous pouviez exprimer à travers le dessin. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement quelque chose de figé, transparaît aussi autre chose, de l'émotion, du ressenti, du moment. Et mais c'est pas volontaire, quoi. C'est ça que j'allais dire. C'est que c'est pas volontaire, en fait. Des fois, c'est le dessin qui... Et le fait de rester, encore une fois, dans un temps long, par exemple, faire un portrait comme ça, je pense que c'était une demi-heure de mémoire. Mais ça veut dire que la personne se pose pendant une demi-heure. Et rester une demi-heure à lire ou à rien faire, c'est un truc qui est assez peu accordé dans la vie du quotidien, quoi. On n'a plus trop cette occasion de rien faire, quoi. Souvent, on écoute quelque chose, mais rien faire vraiment. Et du coup, on finit par avoir une expression qui n'est plus celle du dialogue, par exemple, qui est celle vraiment de l'intériorité, quelqu'un qui est dans ses pensées. Et le dessin, je pense, permet ça, quoi. C'est-à-dire que si on est dans un dessin réaliste où je vais accorder du temps pour les détails du visage d'une personne qui pose pendant 30 minutes, du coup, oui, il y a quelque chose qui va en ressortir. De ce qu'elle aura pensé à ce moment-là, de ce qu'elle aura ressenti dans sa vie, mais c'est pas volontaire non plus. Des fois, c'est même des choses que je ne vois pas, quoi, qui sortent du dessin. Qui est interprété lorsqu'on regarde le dessin. Ça devient un média, quoi, un média. Et en continuant sur l'interprétation, je trouve intéressant de cette approche. Moi, il y a ce portrait à côté là, de cette femme que je trouvais assez touchant par l'expression de cette femme avec ce double trait d'épaule. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, mais ça fait comme si elle avait un fardeau, un poids supplémentaire qui se pose. Qu'est-ce que permet ce travail que vous faites est-ce que c'est un ressenti que vous avez eu sur ce moment-là ? Est-ce que c'est une interprétation ? Est-ce que c'est quelqu'un de proche et vous avez eu cette envie de lui faire porter son fardeau ? C'est fou, c'est vachement intéressant, je trouve, tout ce qui en ressort. Cette personne, donc, on l'a rencontrée avec ma compagne lorsqu'on faisait un livre sur Bruxelles, qui s'appelle Bruxelles. Et Marie avait fait son portrait en photo. Moi, j'ai fait son portrait en dessin pendant qu'elle parlait avec Marie. Et du coup, elle bougeait. Donc, il y a des choses, à un moment donné, elle n'a pas trop bougé le visage, donc il est un peu plus détaillé, mais elle bougeait les épaules. Et c'est fou que vous parliez de fardeau, parce qu'en fait, elle avait un cancer à ce moment-là, et elle est décédée peu de temps après, quoi. J'y suis pour rien, je pense. Mais bien sûr, mais je trouve ça fou qu'après ça ressort dans un dessin. Enfin, moi, ça me... c'est comme ça. Et est-ce que les différentes techniques que vous utilisez, là, on l'a vu déjà 3 aspects différents entre les 3 dessins présentés,
Qu'est-ce que ça vous permet d'ouvrir comme champ d'expression, de sentiments ou d'émotions est-ce que vous utilisez une technique pour faire ressortir quelque chose ou c'est simplement, encore comme vous disiez, une espèce d'impulsion et puis advienne que pourra sur la réalisation du dessin? Je pense que c'est assez intuitif. Après, j'ai tendance à rapprocher. J'ai fait pas mal de musique quand j'étais jeune. Et j'ai tendance à faire pas mal de liens entre la musique et les arts visuels. Parce que pour moi, il y a plein de ponts, clairement. Et ce que j'ai tendance à croire, c'est qu'un même air musical, qui soit joué par une flûte traversière, une harpe, une guitare, un piano, j'en sais rien, un saxophone, on ne va pas l'éprouver de la même manière, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que spectateurs. Et c'est exactement pareil pour le dessin ou la peinture. Un même paysage, un même portrait, si je le fais à l'acrylique, au crayon de couleur, au bic, au feutre, j'en sais rien, on ne va pas le ressentir de la même manière. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime, c'est jouer avec ça. C'est de me dire, face à moi, il y a plein d'instruments, même si c'est parfois intuitif. Des fois, je me dis pas, tiens, j'ai envie de faire ressortir la mélancolie. C'est pas du tout formalisé de manière intellectuelle comme ça. Après coup, on peut se le dire rétrospectivement. Mais sur le moment, c'est juste, tiens, on voit ça, j'ai les outils devant, je prends ça. Ça me permet de rebondir sur une des questions que j'avais prévues autour de la musique. Et est-ce que vous avez des exemples où une technique qui vous a semblé pertinente à un moment donné, au même titre qu'on peut composer au piano et puis finalement c'est de la trompette ou autre chose de cet ordre-là. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'une technique était plus adaptée pour faire aboutir un album ou simplement un dessin pour le faire évoluer? Oui, alors, si on parle d'album, c'est encore différent. Parce que les albums de bande dessinée... Absolument. C'est une autre contrainte. La bande dessinée, c'est génial. Enfin, aujourd'hui, je pense tout le monde, à mon avis, peut trouver un livre qui lui parle, quoi. Enfin, j'inclus tout ce qu'on appelle un roman graphique, manga, tout ça. Pour moi, c'est un ensemble. Et c'est tellement libre, tellement ouvert, tellement généreux et que c'est formidable. Tout est possible, si ce n'est qu'il ne faut pas oublier qu'on parle à quelqu'un et du coup qu'il y a un sens de lecture, que ce soit fluide et voilà, de ne pas perdre le fil. Du coup, quand on se lance dans en tout cas, je parlais pour moi, quand je me lance dans une recherche d'outils pour un type d'album, déjà, ça va dépendre de si c'est un ouvrage personnel, c'est-à-dire introspectif, autobiographique, auquel cas je vais essayer de raconter le plus possible par l'image, et donc souvent varier les outils, parce que je suis pas un écrivain, je ne suis pas un scénariste, même s'il m'est arrivé de faire des livres seul. Moi, avant tout, je raconte par l'image, quoi, clairement. Donc quand j'y pose des mots, c'est que c'est nécessaire. Mais souvent, je travaille avec des scénaristes, femmes ou hommes, et donc le scénario est préétabli, majoritairement, pas toujours, mais souvent. Et donc là, je suis dans une démarche où je vais chercher l'outil qui pourrait correspondre au ressenti que j'ai eu à la lecture du scénario. Si je l'ai vu, je sais pas, de manière sombre, ou alors tranchée, ou colorée, enfin voilà. Et donc là, c'est assez différent parce que ensuite, il faut que je me cantonne à cette technique pendant environ 1 an. La réalisation d'un livre, c'est à peu près 1 an, quoi. Ça va varier d'un auteur à l'autre, mais en gros, c'est ça, quoi. Et sur un album de 150 ou 300 pages, il faut quand même garder la même technique. Ouais. Ce qui est différent d'un ouvrage comme celui-ci, qui est un recueil justement de carnets, où là, justement, je peux faire exploser cette liberté d'outils. Et dans un des rares textes d'ailleurs qui existent dans ce livre, Déambulation, vous dites que pour vous, la différence entre roman graphique et BD est liée à la façon que vous avez d'exprimer les sentiments. Ce que vous aviez un petit peu évoqué à l'instant, la construction d'un album comme Le regard d'un père ou comme L'essentiel, est-il pour vous du même ordre que Déambulation, même si Déambulation, en fait, apparemment, c'est un recueil que vous avez écrit après l'existence des dessins, oui. Alors que dans les autres, c'était plutôt le sujet d'abord et le dessin ensuite. Ah non. Même pas? Non. En tout cas, j'ai fait un lien. Enfin, pour moi, c'est dans la continuité. D'accord. Les ouvrages que j'ai faits chez Desron dans l'eau, donc Le regard d'un père, L'essentiel, Déambulation, et même Nouvelle graphique d'Afrique. Ces ouvrages personnels, et avec une variation de techniques et des mots qui sont souvent posés après. Par exemple, le livre que j'ai fait sur mon père, là, qui s'appelle Le regard d'un père, c'est un ouvrage que j'ai commencé en 2012, je crois, 2012. Et à la base, c'était juste des dessins de mon père, sans réfléchir en fait. Des fois, c'est très intuitif. Je me dis, tiens, je vais faire des dessins format A4 de mon père. Donc j'en ai fait plein en noir et blanc. Si je m'étais donné la contrainte du noir et blanc, ça avait donné lieu à une expo. Et puis voilà. Après, c'était resté. Et ensuite, un peu moins de 10 ans plus tard, là, c'est moi-même qui deviens père. Et le fait de devenir père, en fait, ou mère, peu importe, mais de devenir parent, ça
ça change tout, quoi, dans l'équilibre familial, dans les rôles, dans les relations, dans les perceptions aussi. En fait, d'un seul coup, on tient d'autres rôles. Et c'est à ce moment-là que j'ai continué, du coup, que je me suis remis à dessiner, notamment ma fille quand elle est née, et que sont venus à moi les mots, en fait, le besoin d'écrire des mots et de se questionner, parce que c'est un partage de questionnement. En fait, le regard d'un père, c'est pas. Enfin, après chacun, si vous avez l'occasion de le lire, vous ferez votre avis, mais ma volonté, c'était plus de laisser une trace pour mes enfants, pour plus tard, de leur dire des choses, et de leur faire part de questionnements que j'ai eu lorsque 2 enfants sont arrivés, lorsqu'on change de statut, entre guillemets, quoi. Et aussi de dialoguer avec mon père, qui fait partie d'une génération, comme je pense qu'on en a tous connu, où la relation, en tout cas les mots sur les émotions sont parfois absents, quoi. Enfin souvent, tout le temps. Et du coup, d'avoir un objet qui permette, intermédiaire, qui permette de faire le lien sans forcément affronter le regard, d'ailleurs un peu comme dans une voiture. Dans une voiture, quand on dialogue avec quelqu'un en regardant la route, on n'affronte pas le regard, quoi. Et souvent, la parole coule, quoi. Parce que en fait, on parle, on est entendu, mais en même temps, c'est pas frontal, quoi. Et le livre permet ça. Ça permet de laisser un message. Donc c'était l'objectif, moi. C'était pour mes enfants, pour mon père, et c'est un partage de questionnement, et ça a joué son rôle. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Pourtant, dans les quelques textes présents dans l'ouvrage, vous dites que le dessin est d'abord un moyen d'installer un dialogue avec soi-même avant de le porter vers l'autre. Quel est ce dialogue et de quoi est-il l'objet ? Là, vous parliez du regard de l'autre, mais c'est vrai, ce que vous venez de dire, je l'ai écrit parce que je le pense. mais déjà, le dessin permet ça. L'art, en général, permet de s'octroyer un moment pour soi, en fait, un moment de dialogue avec soi, quoi. On n'a plus le temps. En règle générale, tout va vite, tout va. Moi, je suis pas de ceux qui va dire c'était mieux avant, mais la différence d'avec avant, c'est que tout va plus vite. Je trouve que c'est exponentiel, quoi. Et du coup, d'être dans le dessin, d'être dans la bande dessinée, ça permet de se poser et de faire parfois le point, de dialoguer avec soi-même, d'être dans de l'introspection, Donc je pense que c'est mon moteur premier. Par exemple, les ouvrages qu'on vient de citer, là, Le regard d'un père, L'essentiel, Déambulation, avant même qu'ils soient publiés, je l'ai fait en pensant à 2-3 personnes, quoi, autour de moi. C'est-à-dire mon père, ma femme, mes enfants. Voilà. Et moi, du coup, ce que j'ai besoin de ressortir, ce que j'ai besoin de dire. Et après, je suis assez lucide, je sais que c'est mon métier, je sais qu'une fois que l'éditeur va le prendre, ça va être reproduit dans un objet qui va être diffusé, donc je sais que ça va être rendu public et que ça ne va plus m'appartenir. Mais à la base, je ne pense pas à tout ça, quoi. À la base, je me dis vraiment que c'est un moment de l'ordre du besoin, quoi. Enfin là, je parle pour ces ouvrages-là, je ne parle pas pour les fictions qui sont de l'ordre d'un autre exercice de style. Oui, c'est un autre registre. Voilà, c'est encore autre chose. Alors, dans Déambulation, vous avez installé plusieurs séries type photomaton, on peut dire. Ce sont des portraits de profil essentiellement, des dessins, certains presque photographiques. Il y a 2 séries, une noir et blanc et l'autre plus couleur. Quelle était l'attention et l'intention de ces portraits que vous avez faits au cours j'imagine, de temps long, mais pourquoi les avoir regroupés ? Je veux bien les voir, si c'est possible. Alors, c'est des dessins faits en 45 minutes. Là aussi, pareil, je m'instaurais des contraintes, format A4, 45. Donc là, il y avait les colorés. Les couleurs, là. Donc ça, c'est réalisé à l'acrylique, format A4, c'est pas très grand. Et donc, les personnes venaient poser chez moi pendant 45 minutes. Donc ceux en couleur, ils ont été faits après confinement, parce que j'ai fait un petit livre vers chez nous. Nous, on habite dans les Pyrénées-Orientales. Au pied des Alberts, c'est le massif pyrénéen qui se jette à Bagnoul, c'est à Collioure. Et ça, c'était une même série que j'avais faite en quittant Narbonne. Donc c'était un peu une manière de dire au revoir à nos amis de Narbonne, qui sont venus poser pendant 45 minutes. Alors, je les revois, mais c'était inconscient. C'est-à-dire, on allait quitter Narbonne à ce moment-là, et j'avais demandé qu'ils viennent poser 45 minutes pour que je fasse leur portrait. Et alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport au regard, c'était là aussi, pour l'histoire, d'être dans un profil. En fait, ce que je trouve beau, moi aussi, dans l'acte de dessiner, pas forcément le résultat, mais l'acte lui-même, quoi, de la production du dessin, c'est que ça nous permet d'observer en détail quelque chose que... Là, si par exemple, je vous regarde pendant 45 minutes en détail, je risque d'être pris pour fou ou voyeur, alors que si j'ai un dessin, si j'ai une planche et que je le fais, tout de suite, ça va être il y a une vraie accepté. Excuse, quoi, à la folie. C'est un prétexte. Non, mais c'est vrai, c'est un prétexte presque.
Et parce que moi, je trouve ça beau. Je suis fasciné par les visages, par le passage du temps. Je suis obsédé par ça, quoi. Et les paysages, les visages, les corps. Et le dessin permet, en fait, il autorise presque à regarder en détail. Et du coup, d'avoir ces profils, ces personnes-là étaient assises devant moi pendant 3 quarts d'heure, ne bougeaient pas. Et moi, ça me permettait de les observer en détail et de voir tout ce que le temps creuse sur leur visage. Et j'adore ça. Du dessin quasi photographique pour la version noir et blanc, tels les détails. C'est de l'encre de Chine, quoi. Ouais. Et cela en couleur, avec plus des aplats. Ouais, c'est 3 couleurs, là, les couleurs primaires, en fait, en acrylique. Et en acrylique. En quoi ce partage-là, c'est vraiment le partage de l'intime, puisque vous disiez rester 45 minutes pour les observer. En quoi, pour vous, c'est important? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais de manière plus forte. Alors, c'est pas de la folie, quoique. On l'est tous un peu, hein, je pense. Justement, quand on peut faire ça de manière raisonnable. C'est vraiment du partage de l'intime que vous faites là, sur ça. Et comment travaillez-vous, comment instaurez-vous une proximité par le dessin suffisamment subtile pour ne provoquer ni gêne ni malaise avec cet inconnu que vous dessinez? Certains sont vos amis, vous dites, mais d'autres... C'était pas des inconnus. Ouais. Quelqu'un qui accepte de poser pendant 3 quarts d'heure, c'est que je le connais. Oui, puis c'est qu'elle est d'accord et que je la connais. Mais surtout, aussi avec... Parce que là, c'est un partage de l'intime, donc avec vos amis, mais aussi avec cet inconnu qu'est le lecteur. Ah oui. Ah ben après, ça, c'est pour moi, j'ai confiance. Enfin, je sais que ces ouvrages-là, c'est des... comment dire? C'est des ouvrages, j'allais dire petits ouvrages, mais pas du tout, parce que pour moi, ils sont importants, mais des ouvrages à peu d'exemplaires. Je sais pas, c'est peut-être 2000, 3000, 4000, enfin, ouais, mais je vais faire confiance au lecteur, parce que je sais, ou à la lectrice, c'est un partage en confiance. En fait, je suis content je sais que ça va être bienveillant, en fait, avec ces livres-là. Et est-ce que cette forme d'intime que vous partagez, est-ce qu'elle a un sens aussi universel dans la perception, parce que on connaît tous un petit peu le regard de l'autre, le désespoir, la tristesse ou l'amour. Est-ce que quand vous le dessinez, vous autorisez en fait le partage, parce que cette intimité, elle est aussi accessible à tous? Ouais, enfin, vécu par tous. Ça, je ne saurais pas dire ça. Après, cette question, malgré tout, elle se pose quand on fait quelque chose d'intime. Enfin, moi, là où je me suis le plus posé la question, c'était pour L'Essentiel, qui est mon ouvrage le plus personnel. D'ailleurs, j'en parle pas trop parce que j'aime pas trop. Il est important pour moi, il est très personnel, donc j'en parle pas trop. Mais malgré tout, je me suis posé la question forcément, parce que je me dis à quel moment il est légitime de faire part de son intimité, à quel moment la pudeur bascule. Enfin, quelle est cette petite frontière là qui est imperceptible, et à quel moment ça va être perçu, enfin, et comment. Est-ce que ça a un sens, voilà. Est-ce que ça a un sens? Et les retours que j'ai eus sur ce livre m'ont prouvé que oui, que même si, je vais dire des bêtises, mais même si ça ne va toucher, je sais pas, que 200 personnes, ça les touche vraiment et ça crée un lien. Et moi, c'est ça que je veux, c'est que le livre crée un lien. Pour moi, c'est des liens, en fait, les livres. J'adore les livres, je suis fasciné par l'objet du livre. Et je ne sais pas pour vous, enfin si vous êtes là, j'imagine que oui, mais les livres, ça peut marquer. Des romans, des BD ou autres, ou même des livres de peinture, enfin j'en sais rien, mais ça peut parfois nous rester toute une vie. On a des images, des mots, des phrases, des sensations lorsqu'on l'a lu. Et ça vient résonner chez nous. Et ça crée un lien, un bagage qu'on promène toute notre vie avec. On a tous nos petits livres de chevet, quoi. Et donc je me dis, quand on y arrive, même si ce n'est pas des millions, enfin moi, ce n'est pas du tout mon but, quoi. Même si c'est que 200 personnes, je suis trop content. Et alors, les ambitions sont différentes suivant les livres, parce que tout à l'heure, on parlait des fictions. L'étreinte, par exemple. Alors, l'étreinte, on s'est beaucoup amusé, et c'est aussi personnel, malgré tout. Mais c'est vrai que ça nous a dépassé, on a atteint les 30 000 exemplaires, et donc là, je me dis, c'est autre chose. C'est-à-dire, le livre ne m'appartient plus du tout, et je ne me pose plus la même question, quoi. Je ne me dis pas, les retours, enfin, voilà, ça ne m'appartient plus. Donc là, je me protège complètement. Je me dis, voilà, c'est chacun... C'est plus de l'intime, on passe sur une version universelle, peut-être. Oui, peut-être. Questionnement. Pour prolonger sur ce dialogue quasiment intime avec vous, quand vous avez construit Déambulation, vous avez déambulé à travers, j'imagine, vos archives graphiques, pour regrouper, sélectionner. Quelle a été votre déambulation, en fait, à travers ces archives, et
comment vous avez pu extraire ce qui vous a semblé marquant pour construire cet album? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'en sais rien. Question rapide, réponds. Désolé. Et pardon, je fais une parenthèse, parce que c'est un recueil de dessins, mais il y a des petits textes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et ça, la déambulation s'est trouvée aussi à ce niveau-là, dans la démarche d'écrire. Parce que comme je disais tout à l'heure, même si j'écris, c'est pas mon métier. Souvent, je me pose la question, encore une fois, de la légitimité de... Oui, ce sont des courts textes. À un moment donné, je me suis demandé, on s'est posé la question avec un ami qui est écrivain, est-ce qu'on fait une interview? Est-ce qu'on fait... on ne savait pas quelle forme, et c'est l'éditrice qui m'a dit, non, continue dans ce que tu avais fait avec le regard d'un père et dans l'essentiel, c'est-à-dire du texte introspectif, quoi, des questionnements, des partages de sensations et d'émotions. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en partie, d'ailleurs, quand j'ai fait la résidence là-bas, ça a commencé là, parce que j'ai fait une résidence il y a un an à Clermont-Lérault, autour du Salagou. Et c'est à ce moment-là que les premières phrases me sont venues. Et c'est marrant, je m'en souviens très bien. Quand j'étais au lycée, et d'ailleurs, j'en parle dedans. Alors, je ne cite pas Clermont-Lérault, mais je parle des lycéens. Oui, c'est drôle, c'est marrant, on fait le lien là. C'est parce que à un moment donné, je suis passé dans le lycée de Clermont-Lérault et j'ai dessiné les portraits des élèves. En 7 minutes, ils venaient défiler et je faisais leurs portraits. Un super challenge qui crée un espèce de partage social génial. Enfin, pour moi, c'est même presque le moteur du dessin. C'est en dehors même du plaisir, c'est de se dire que ça vient créer du lien avec la personne en direct. On pourra le vivre tout à l'heure pendant les dédicaces, ça sera fabuleux. Et puis même de parler aux jeunes comme ça, qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont habitués aux écrans, d'un seul coup, de voir dessiner en direct en peu de temps. Enfin, c'est vraiment chouette. Et c'est à ce moment-là, donc après j'étais rentré dans leur classe, on avait fait une rencontre, ils m'ont posé des questions et j'en parle dedans. Des questions qu'ils me posaient et de ce que ça générait chez moi comme réponse. C'est le début en fait des phrases que j'ai écrites dans ce livre. Donc la déambulation, c'est plus trouvé à ce niveau-là aussi. Des mots. Et on parlait tout à l'heure de l'évolution technique ou du dessin. Vous dites que vous n'en faites pas trop. Pourtant, je trouve que ce dessin-là mélange deux techniques complètement différentes, me semble-t-il. Ouais. Qu'en est-il sur cette évolution? Est-ce que le dessin a évolué avec la juxtaposition des techniques ou c'était un choix dès le départ dans la construction de ce dessin? Non, c'est pas un choix. En fait, les nus, Vous avez bien décidé. Ouais, mais c'est des choix intuitifs quoi, qui sont pas choisis presque. Enfin, mais les nus, j'en ai fait énormément. J'ai sorti un livre d'ailleurs qui s'appelle Corps, qui était un recueil de nus. Comme je disais tout à l'heure, moi c'est ce qui me fascine le plus avec les visages. Puis d'ailleurs souvent je fais un lien entre le corps et le visage. J'aime bien voir les associations entre, comme quand on regarde un visage et qu'on voit les expressions et qu'on essaie de deviner la personnalité, et quand on voit un corps en fait, il y a pas mal de similitudes, je trouve, enfin souvent, et j'aime bien. Et donc dans l'exercice du dessin de modèle vivant, c'est très différent parce que là on se lâche d'un point de vue graphique, c'est une exploration d'outils. Et le timing peut être très réduit, quoi. On peut partir de 30 secondes à 5 minutes, à 10 minutes. Donc les choix sont très intuitifs. Parfois, je vais juste dessus parce que dans la composition de la page, je me dis, tiens, il y a un vide, je passe par-dessus, ou j'en sais rien. Et le choix de la technique, je saurais pas dire. Là, j'avais vu du bleu, je ne sais plus exactement. Il y avait du crayon aquarelle bleu. Je me suis dit, je vais rester dans le bleu, j'ai un feutre, tac, je passe au feutre. Et c'était le même modèle qui se tournait. Je sais pas. Ouais. Vos dessins sont personnels, en tout cas dans cet album-là et dans quelques autres. Ils racontent l'intimité de votre vie. Comment est perçu par votre entourage ce partage d'émotions, cette mise à nu? C'est rien à voir avec le dessin, quoique. Je crois bien. Je crois. Non, c'est pas évident. Après, j'en parlais justement avec Marie tout à l'heure, parce que ou hier, je sais plus. Non, je sais plus. Parce que l'essentiel, c'était destiné à elle, et elle l'a lu une fois qu'il est sorti, quoi. Enfin, voilà. Et elle a très bien perçu. Ça va, ça n'a pas été un sujet de discorde. Non, c'était un beau moment. À la question de savoir quand un dessin est terminé, on évoquait les questions posées par les lycéens dans l'ouvrage, vous y mêlez la question de la décision. Je vous propose plutôt de nous dire ce que serait pour vous le dessin non abouti, l'inachevé ou la frustration. Alors, inachevé, c'est une chose. Et ça naît de la volonté, d'ailleurs. Et j'adore ça. Et enfin, maintenant, c'est accepté, c'est normal presque de ne pas finir. D'ailleurs, j'en parle dedans. C'était Michel-Ange, je crois, qui avait formalisé ça en parlant du non finito, qui avait commencé à parler du dessin inachevé, volontairement inachevé, pour rester vraiment dans l'essence du geste et d'avoir la structure.
Et à une époque où le dessin n'était pas mis en valeur. Le dessin, quand il y avait De Vinci, tout ça, c'était des esquisses. C'était pas du tout du dessin pour du dessin, quoi. Et ça, je sais que quand j'étais étudiant en art, ça m'a beaucoup marqué de voir ces dessins inachevés qui souvent sont plus forts, je trouve, qu'un dessin propre, fini. Après, alors là, vous avez dit 3 mots, en fait. Vous avez dit inachevé. Le non abouti. Non abouti, ça c'est différent, parce que non abouti, pour moi, c'est dans le sens où on n'a pas eu le temps de le finir. Et l'aspect frustration, c'est encore autre chose, quoi, parce que ça génère beaucoup de frustration chez moi, surtout maintenant où j'ai moins la possibilité de dessiner. Alors je sais que c'est une période de la vie, que les enfants sont encore petits, mais il y a plein de moments où j'aimerais dessiner, clairement, et je peux pas. Voilà, donc je me dis c'est un passage, je vis les moments, voilà. Ouais, pour faire opposition au dessin, quand est-ce qu'il est terminé, il y a aussi ce travail d'avoir la volonté de ne pas l'achever. Oui. Et est-ce que vous en avez un exemple là, de dessin dessus, très clairement, et de dire c'est bon, je le laisserai tel que. Ce que je montrais tout à l'heure, là, par exemple, ne serait-ce que le dessin de ce matin, quoi. Il est volontairement inachevé. C'est-à-dire que là, je ne vais pas faire la colline qui est devant, ni les arbres, je ne vais pas mettre de couleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça, c'est une question qui est en suspens et qui est purement subjective. C'est à savoir à quel moment on s'arrête. On pourrait ne jamais s'arrêter, vraiment. On pourrait le continuer éternellement, mais il y a un moment donné, tac, on prend la décision, qui est parfois imposée de l'extérieur, mais bon, sinon on prend la décision et on s'arrête et on passe à autre chose. Mais j'aime bien, moi, justement, quand le dessin est inachevé. Et c'est pour ça que je commence toujours par ce que je veux mettre en valeur en premier. Donc, par exemple, là, dans ce dessin-là, j'ai vraiment commencé par l'élément central, les 2 petites collines qui sont pyramidales, là, au milieu du lac du Salagou. Parce que ce que je voulais mettre en relief, c'était ça. C'était le lac. Et après, je continue jusqu'à ce que je m'en lasse, en fait. Et à un moment donné, c'est pas que je m'en lasse, mais que je me dis, tiens, c'est équilibré. Et j'arrête. Et d'autres moments, comme là, où lorsque je fais un portrait d'un visage, je commence toujours par les yeux, ou souvent par un œil, d'ailleurs. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on le voit ici. Là, c'est que mon fils a bougé, donc j'ai fait d'abord les yeux, et tac, il a bougé, j'ai arrêté le dessin. Et pourquoi ? Parce que c'est-à-dire que même si le reste est fait de manière brouillon, je sais que le regard, c'est ce qui va permettre de saisir le plus vite et de reconnaître le plus vite la personne, quoi. Je trouve que c'est l'essentiel, presque, d'un visage. C'est là où il faut capter le... Je pourrais passer ou voir autant de temps dans un regard que dans le reste. Ouais, vraiment. Donc, ah oui, et tout ça pour dire que parfois, quand on est obligé de s'arrêter, l'enfant se réveille. Comment ? L'enfant se réveille. C'est possible, oui, par exemple, ou qui tourne, ou qu'on doit partir, j'en sais rien. Si le dessin est inachevé, au moins l'essentiel de ce que j'ai voulu faire transmettre dans le dessin est là. Merci Laurent Bonneau pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. Merci et à bientôt. Merci. Merci.